Je ne suis pas parmi ces gens qui ont vu Potemkin quand c'est sorti. J'étais trop petite. Je me souviens... C'est le plan de la viande, certainement, avec les verres. Et puis la petite tente dans laquelle est couché le mort et devant laquelle s'arrête la première personne. Et quand les autres marins mettaient en joue sur le pont du cuirassé. Puis au moment où l'officier commandait le feu, un grand marin moustachu qui criait un mot qui s'étalait en lettres énormes sur toute la largeur de l'écran. Frère. Elena, vous venez souvent ici avec des touristes sur cet escalier? Oui, je viens souvent. Parfois, on vient ici 2 fois, 3 fois par jour. Parce que je travaille ici durant une année comme interprète à l'intériste à Odessa. Et tout a basculé avec les années 60. À ce moment-là, on sort de la guerre froide, la révolution de 17 est au musée, et d'excellents esprits considèrent que l'humanité a enfin atteint l'âge de raison, que le seul problème est de savoir dans quel ordre et comment les peuples font accéder à un modèle universel de civilisation. Et puis ça bascule. À Cuba, en Chine. Mais s'il fallait mettre un nom sur ce qui a tout cristallisé, c'est évidemment le Vietnam. Good morning, Vietnam. This is the Gunbuster. Okay, we're inbound to the target now. We're down in Four Corps. We'll be approximately
about 35 miles south of Can Tho, down near Ca Mau in the southern Ca Mau Peninsula of South Vietnam. And we're going to make a strike of 4 Sky Raiders. Each aircraft, we carry normally 6,000 pounds of bombs, and it's absolutely outstanding. Today you will see bombs and napalm, and that 2 of our aircraft, lead and number 2, are carrying bombs. We'll have 500-pound bombs and 250-pound general-purpose bombs, and 3 and 4 will have napalm, so it should be fairly exciting. We should see a little ground fire and a lot of napalm burning and maybe even some Victor Charlie. Beaver 2-3, Bull Moose, over. Roger, go ahead. We've had some reconnaissance by Viking down there. We're asking them to go back in and mark specific positions and lines of positions. They've encountered some bunkers about 40 meters south of the river at various places, but we'll try to get them smoke and tell you what it is. Over. There you go. Okay, follow his bomb. 1 to him. Okay, his bomb. There's him come up. Okay, they should hit now. Okay, look out to the right now. Okay, right down there. Okay, napalm now. There it goes. Ah, look at it burn. Look at it burn. That was a little short of the tree line, but that's in another tree line, so no problem. Have you got strafe left, Jake? Roger, we'll make 2 strafe passes for you. Roger that. Move on in. Okay. See, I'm going very low now to avoid the gunfire. Okay, now I'll pull up just short of the tree line. Up we go. That was an outstanding target, all right? We bombed first of all, and we could see the people running everywhere. It was fantastic. It's very, very seldom that we see Victor Charlie run like that. When they do, we know we got him. If we can keep him on the runway, we know we're going to really hose him down. Okay, we bombed first of all, and then we beat up the area, and that's when they started to run. Okay, then the napalmers come across, and we strafed immediately in front of them, see, to keep their heads down. We were receiving heavy ground fire. You can see the tracer bullets coming up past us. Fantastic, and we really made them run. That's outstanding, because when they get out of their trenches in the open, we can really hit them, and that's what we like to do. That's what we're here for, and boy, it's outstanding to really catch them out in the open. We don't do that very often. Were you dead on target? Oh, absolutely. You think you got them? Oh, didn't we get him? Couldn't you see him run down there? Man, I know we got him. We could, I've got 4 20-millimeter cannons you can see out here, and we really hosed them down, by Jove. That's great fun. I really like to do that. The Army will go in this afternoon with helicopters and have a look around. They'll probably have to fight their way in because you can't ever get them all out of the bunkers. So it should be fairly exciting. I really wish I could go in on a clearance search immediately after one of our airstrikes, just to see, really how effective they are. They really praise us for these big bombs, and the napalm especially. They really like that napalm because when they get there, the ones that the napalm hasn't burned up, the VC are just addled because of these big bombs. You see, it breaks their eardrums and makes them kind of senseless. La guerre du Vietnam, dans les années 60-70, c'était la guerre d'Espagne d'aujourd'hui. C'est la guerre d'Espagne d'aujourd'hui. Mais la guerre d'Espagne, dans les conditions de l'époque, était une guerre qui, du fait du contexte de la trahison des démocraties, de ces démocraties occidentales, était une bataille perdue. Elle a été une bataille qui a permis de mobiliser, de cristalliser, de retarder, mais était une bataille objectivement perdue. Alors que la guerre du Vietnam, c'est la guerre d'Espagne d'aujourd'hui, mais avec la possibilité de vaincre l'impérialisme à un point donné du globe.
Which leg you hurt? Oh, that one. Which one? This That one? one, yeah. This one? That one. Right one. My foot, it twisted right on. All right, let's go. Let's go. Get on up there. Use your feet. Oh, God. C'était pas une mutinerie. C'était la simulation d'une mutinerie. C'était comme tout le reste dans ces camps. Un spectacle. C'était tout un répertoire de la guerre anti-subversion. C'est un grand jeu. Special Forces soldiers take their jungle training in the Everglades of Florida and in the Panama Canal Zone. One of the subjects highly stressed during this training is the art of camouflage. If there are any questions, I'll be happy to answer them at this time. If not, please follow your guide to the next station. It is an explosive incendiary and is adaptable to booby trapping. Small magnets make it attachable to a metal surface. The villager you see here is in the process of constructing a soap dish. It is designed primarily for use against small POL-type targets. You can imagine going out one morning to start your automobile engine. Sir, would you like to turn the switch there for me? That was a soap dish attached to a 1-quart can of gasoline. You can imagine what would happen had that been on your car. L'équipe de toutes les nations, là, surtout de l'Amérique latine, qui était là, comme au salon de l'auto, pour voir les derniers modèles, la dernière technique, pour apprendre, pour acheter, pour voir les procédés anti-subversion. Él estaba explicando a ustedes el uso de la guerra psicológica. Cómo es que por medio de guerra psicológica se ha llevado a cabo operaciones, se han obligado a tropas o han inducido a tropas a rendirse. But to reach larger and broader audiences with greater speed, we have high-speed multicolored printing presses, powerful and highly mobile loudspeaker systems, and mobile radio broadcasting stations. Vietnam 1968. Le haut-parleur diffuse les plaintes supposées d'un Viet Cong mort au combat. Sa famille le réclame, mais dit-il, il est trop tard, je suis mort. Et il adjure ses compagnons de quitter la forêt avant de mourir comme lui. Come on. Make it. That's a fine boy, that. Yeah, been in the woods too long. Let's see. Gonna get rough now. What's this? It's like a hat. I always wanted one of these hats. They're all right. Can I join your guerrilla band now that I got a hat? Huh? I wouldn't join your guerrilla band if it was the last guerrilla band in the world. Sorry. I'm sorry, mister. I just can't see too well. Tastes good, huh? Good stuff. Vietnam, 1966. Hey, don't kill him, huh? I gotta turn him over. We'll get you here. We'll let you know what it feels like. Well, on that good little foot that hurts so much. Huh? What's wrong? Nothing happened to you. You talk. Sure, you'll talk. You got another telephone line again.
Almighty God, Washington, D.C., King of the universe, 1967. we are gathered together here to reaffirm our faith in the dignity of the human spirit of all men, everywhere, every place. Strengthen the resolve of these young men who are called upon to resist the draft. Strengthen the resolve of those of us who come together to support them. May we all have courage and yet generosity. May we all have singleness of purpose and yet love. And may the leaders of our nation hear our cry. When we come to power in 1972, we will appropriate $10 billion for 5 years to repatriate the colored people back to Africa. And this will be done. It's very easy to do it because the war will be over by then because we'll win the war if it's still on. And all this money being wasted on welfare, foreign aid to countries that stab us in the back can be used to repatriate the Negroes back to Africa. Yes, we will. And we'll give each Negro family of 10 or 5 or more $10,000 to start out a new life in Africa. Now, for the communists and traitors, they will be held before a board, a court. If they're found guilty, they'll be immediately executed. Oh! We want victory, not surrender! Victory for America! Kill the Hey, bomb Hanoi! Bomb Hanoi! Bomb Hanoi! Le Vietnam, il faut y réfléchir, ça a été pendant longtemps et c'est encore le seul problème qui peut rassembler des masses en Suède et à Paris, aux États-Unis et à Moscou, à Pékin comme à New Delhi ou à Alger. C'est-à-dire que peut-être jamais un peuple n'a été placé par l'histoire à un tel point de convergence de toutes les contradictions mondiales. Et c'est à partir de cette lutte du peuple vietnamien que les gens sont sentis concernés dans le monde entier, qui se battent pour l'indépendance nationale, qui se battent pour le socialisme, qui se battent pour la paix. Tous se sont sentis concernés par le peuple vietnamien. Et ce qui est, à notre avis, exemplaire, c'est à la fois la modestie du peuple vietnamien et son réalisme. C'est un peuple, sous la conduite de son parti, qui n'a pas de récrimination, d'amertume, mais qui n'a pas d'illusion, qui compte d'abord sur ses propres forces. S'il peut rassembler tout son peuple sous la direction d'un parti communiste, bénéficier de la solidarité des pays socialistes et des peuples dans le monde, en n'oubliant jamais que c'est d'abord sur lui qu'il doit compter. Et en même temps, en ce qui concerne le peuple vietnamien, il est certain que pour un esprit intelligent, entre guillemets, et réaliste, décider de libérer le Vietnam face à l'engagement américain, c'était apparemment une folie. On n'y croyait pas. Le mot d'ordre à l'époque, c'était paix au Vietnam, autrement dit, arrêter le massacre. Un petit peuple agressé par un géant et qu'il fallait sauver. L'idée qu'il pouvait gagner n'a progressé que plus tard. Parce que FLN vaincra, c'était un slogan gauchiste, finalement. Faut pas l'oublier. Et on n'imaginait pas que le Vietnam puisse être pour les Américains ce que l'Indochine avait été pour nous. Je suis allé en Indochine à 18 ans. Et puis je suis rentré en France à 20 ans. Je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait été expliqué en Indochine par des copains militants, parce que j'ai connu en Indochine un certain nombre de gens qui s'appelaient combattants républicains. C'était des officiers communistes. Ils sont tous morts d'ailleurs. Et on m'avait envoyé en
combattre le danger jaune, bien sûr. Et puis en fait, au bout d'un temps, j'ai compris qu'il ne fallait pas combattre le danger jaune. Puis j'ai connu ces officiers républicains. Et puis, j'ai travaillé avec eux un peu. J'ai découvert des livres. J'ai découvert des gens qui s'appellent Jaurès, qui s'appellent Lénine, etc. Bon, enfin, je suis rentré. Et puis je me suis rendu compte que ces gens qui travaillaient dans des usines, sans le ressentir, sans pouvoir l'expliquer clairement, étaient très proches de ces militants que j'avais connus en Indochine. Et que si les problèmes qui étaient à résoudre et sur lesquels on m'avait branché devaient être un jour résolus, ce serait par ces gens-là. Les ouvriers. Saint-Nazaire, 1er mai 1967, fin de l'une des plus longues grèves de l'après-guerre à Sud Aviation. Car l'unité doit rester votre ciment pour mener les luttes quotidiennes de demain et pour les affrontements futurs, car le combat sera encore long et sévère. Renforcez aussi vos organisations syndicales en même temps que vous travaillez à ce qu'ils soient unis, car il n'est pas de classe ouvrière forte sans syndicats puissants. Il faut que la puissance syndicale surpasse la puissance de la coalition des patrons et des gouvernants. Pour rattraper les salaires qu'on a perdus? Rattraper la situation, oui. Pour environ 2 ans, 2 à 3 ans, sûrement. Je ne suis pas tout certain. Mais pratiquement, comment vous avez tenu là, pendant ces 2 mois? Pour ceux qui étaient grévistes ou vous? La tenue, c'est que les pêcheurs nous ont donné un bon coup de main. Hein, on a eu du poisson. Là, on fallait faire la queue au poisson, quoi, comme au pain pendant la guerre, pareil. Alors ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Et ça a été pénible. Oh, c'était pénible. C'est une façon de parler, parce que je vous dis, on avait cette espèce... Moi, je vais vous citer un exemple d'un vieux, 60 ans, 62 ans. Il me dit, je me sens revivre depuis 2 mois. Des gens qui, autrefois, pas si longtemps, regardaient à débrayer 1 heure ou 2 heures, ont fait 2 mois de grève. Ils se sont aperçus qu'il y avait tout un tas de choses dont ils croyaient que c'était indispensable pour leur existence, qu'ils pouvaient s'en passer, finalement, sans trop de dommages pour eux, et que toutes ces choses-là n'étaient pas absolument essentielles pour leur vie, mais ce qui était essentiel, c'était leur dignité, d'être des hommes. Ça ne va pas s'éteindre, cette affaire-là. On va en parler pendant longtemps. Il n'y a pas de problème, on en parlera pendant longtemps de ça. On se rappellera, tu te rappelles, on était de 67. C'est sûr, on a le sentiment net qu'on a vécu un mouvement que, comme disaient nous jours nos anciens de 36, alors en 36 c'était pas comme ça, mais je crois qu'on leur dira en 67 c'était pas si mal que ça non plus. Berlin, 2. Juni 1967. Extrait d'un film militant allemand, produit par les étudiants de l'Université libre de Berlin. An dem Journalisten Karimpour Shirazi, an den Ministern Hossein Fatemi und Lofti, an 71 oppositionellen Offizieren, an Hunderten von Kommunisten, an ziviler Bevölkerung und Studenten. Les événements du 2 juin, c'était alors que le Shah était à Berlin et que les étudiants ont manifesté contre le Shah et qu'un étudiant a été tué. Dass selbst $400 Millionen jährlich kassiert und seine Untertanen bei nur $70 hungern, wird von der Berliner Landesregierung empfangen. Nous allions vers le Shah et il est venu vers nous, très simplement. Den Demonstranten gegenübergestellt ein Schlägertrupp der persischen Geheimpolizei. So waren wir es recht erschrocken. Dr Schwelm, le père d'un étudiant. 12 dieser jungen Männer plötzlich bewaffnet mit Latten und Stöcken und Stoßschlägern auf uns zuliefen. Er ging erst so links und rechts um, dann kam er mit erhobener Latte auf mich zu und hinter mir die Zuschauer dachten, der schlägt dem Alten den weißen Kopf ein und die rissen mich dann so plötzlich nach hinten und sodass ich zu Boden fiel.
stoßen auf die Grenzen der organisierten Gewalt des Systems. Unter diesen Bedingungen zeigen unsere Demonstrationen eine sehr große Schwäche. Sie sind nicht organisiert, niemand manipuliert sie, sie stehen und fallen mit der Selbsttätigkeit der Demonstranten. Das ist eine große Chance, denn nichts wird manipuliert, aber auch eine große Gefahr, weil die organisierte Gegengewalt uns fertig machen kann wie am 2. Juni. L'Allemagne a été un stimulant. Un stimulant pourquoi? Parce que les étudiants allemands nous ont montré que l'on pouvait avoir à l'université non seulement des revendications corporatistes, mais aussi des revendications et une contestation radicale de la société poussant à une transformation radicale de cette société. C'est en ça que l'Allemagne, effectivement, est un stimulant. Mais la situation étant, d'un autre côté, vraiment autre, je crois qu'il faut aussi, justement, mettre l'accent sur la situation spécifique en France, car en France, nous avons un parti communiste. En France, nous avons donc une opposition qui n'existe pas en Allemagne. Für uns war gerade am 2. Juni die Möglichkeit, die ganze dritte Welt hier in Berlin versammelt zu sehen. Denn schließlich steht der Schah und repräsentiert der Schah einen Teil der dritten Welt. Und diese dritte Welt wird 1970, wo sie die Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht, nur ein Sechstel aller Dienstleistungen und Güter haben. Nun sind wir hier in den Metropolen dazu verpflichtet, wir, die wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln dürfen. Das ist kein elitäres Bewusstsein, allein wir haben die Chance, es zu tun, müssen gegen dieses System, was notwendigerweise zur Katastrophe drängt, müssen gegen das System mit aller Gewalt vorgehen. Le 11 avril 1968, Rudi, en vélo dans les rues de Berlin, se fera tirer dessus et restera gravement blessé. Il avait écrit « Il faut révolutionner les révolutionnaires », la formule clé du grand tournant des années 60. 10 ans plus tard, Daniel Cohn-Bendit pourrait dire en se retournant vers ce passé: c'était la révolte étudiante, une floraison d'utopies révolutionnaires auxquelles il ne fallait laisser à aucun prix leur chance dans ce pays. Nous n'oublierons jamais comment a commencé ce carrousel de la mort. L'attentat contre Rudi le datait pour les Allemands. Pour les Français, c'était l'arrestation et la condamnation de Régis Debray en Bolivie. J'y étais. J'ai vu sur les murs de la Passe les vivas fidèles, les faucilles et les marteaux, et aussi les affiches qui réclamaient la mort pour ce jeune philosophe, théoricien de la guérilla qui avait publié aux éditions Maspero un livre intitulé « Révolution dans la Révolution ». Presque la même phrase que Rudi. Ce livre, dont on accordait l'inspiration et même un peu plus à Fidel Castro lui-même, circulerait aussi bien dans les maquis sud-américains que dans ces librairies des grandes villes d'Europe ou d'Amérique, où se rassemblait la littérature de la nouvelle gauche, où toute une génération venait puiser et affermir sa foi révolutionnaire. Attention, disait Maspero lui-même, il ne suffit pas de lire, ce serait trop beau qu'un seul livre déclenche la révolution. Manifestation des Panthères Noires à San Francisco. You hear him? Do you hear him in there? They're talking about the Red Book by Channing Mao of Red China. That's what they got in their hands. The people are tired of the bullshit. They're tired of all that theory that's written down on paper. It ain't being put on practice. And they got this Red Book. L'impression profonde, c'était d'abord que cette génération avait enfin son 1917, qu'elle était enfin contemporaine de quelque chose de considérable. Et cette chose était la révolution culturelle, c'est-à-dire, dans cette phase-là, la subversion, la submersion des institutions et du parti lui-même par une vague révolutionnaire, qui, sans le visa personnel de Mao, aurait été considérée partout comme contre-révolutionnaire. Et puis, une nouvelle attitude, plus offensive, qui commençait peut-être pour certains la simple envie de contre-attaquer. Marre de toujours se faire matraquer ou massacrer comme à Charonne, sans répliquer. Et puis, une question d'espace. Il y avait le barrage des flics, c'était un ordre, le service d'ordre du syndicat, c'était un autre ordre. Entre les deux, il y avait un espace à remplir.
Un type qui gesticulait dans cet espace pour appeler à l'action, vu de l'époque, ça ne pouvait être qu'un provocateur. C'en était peut-être un d'ailleurs. Mais ça annonçait un autre genre d'affrontement. Et d'abord, entre nous. Quand à la fin de la manif d'octobre 67, le problème de la dislocation se réglait à coups de tatane entre jeunes de la CGT et ceux qu'on appelait à l'époque les pro-chinois, ça n'était pas un banal débordement, c'était quelque chose de nouveau, ça avait un nouveau sens. Et les cris « Unité, unité » qui montaient de la foule, ça aussi, ça avait un sens. C'est là qu'on a vu émerger cette chose qu'on allait appeler la nouvelle gauche. Mais peut-être est-ce qu'on avait fait moins attention dans cette même année 1967 à l'arrivée de la nouvelle droite. En 1967, Giscard d'Estaing m'a demandé si j'accepterais de m'engager à ses côtés dans l'action politique et de prendre en charge en particulier l'organisation du Parti des Républicains Indépendants, qui était un parti tout neuf, tout nouveau. À l'époque, on avait tendance à penser que c'était des artifices assez misérables. Aujourd'hui, avec le recul du temps, on voit que c'était bien des artifices assez misérables. J'espère que si je fais des fausses notes en musique, ça m'évitera de faire des fausses notes en politique. Paris perdu, car la politique changeait plus vite que la musique. À Besançon, et aussi à Vèze, et aussi ailleurs, un nouveau style de grève avec occupation, jamais vu depuis 1936. Un nouveau style de revendication, où il ne s'agissait plus de négocier sa place dans la société, mais de remettre en cause cette société elle-même, apparaissait dans les luttes ouvrières. C'était bien la révolution dans la révolution. Et nous n'avons vu rien de fortuit. Quand en pleine grève de la Rodiaceta, nous avons appris le 13 mars 1967 que Fidel Castro était en train de rompre violemment avec les partis communistes orthodoxes d'Amérique latine. Hay quienes se autotitulan revolucionarios y sin embargo están contra el movimiento revolucionario. Tratan de desalentar a los pueblos en su esfuerzo por liberarse. Tratan de explotar cualquier revés que tengan los revolucionarios para desacreditar la lucha revolucionaria contra el imperialismo. Es decir, que en vez de inculcarle a los pueblos el sentido de la lucha, el deber de luchar, la obligación sagrada de luchar, tratan de sembrar el desaliento, el desconcierto, que apoyan a los que se oponen a la lucha guerrillera, que apoyan a los que desertan del movimiento revolucionario guerrillero. Tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde la dirección reaccionaria, derechista del Partido Comunista de ese país, ha traicionado a los guerrilleros, abandonándolos en las montañas. Traicionó a los hombres que precisamente mantuvieron en alto las banderas de la lucha revolucionaria y que continúan luchando. On a fait cette interview en 1963, juste avant les élections. Comúnmente se habla de que existe una lucha entre oposición y gobierno. Nosotros somos mucho más amplios en esto. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno, sino que la lucha que existe ahorita es una lucha entre los pobres contra los ricos. Aux élections, apparemment, ce sont les riches qui ont gagné. La gauche avait lancé au dernier moment un mot d'ordre d'abstention, non suivi. La droite est passée avec Léoni, et ça a été la rupture. Début d'une stratégie de réintégration dans la vie politique de la part du PC et de certains éléments du MIR. Retour pour les autres à une stratégie de lutte armée encouragée par les Cubains. Douglas est exclu du parti quelque temps après, et les deux voix ne vont plus cesser de s'opposer. Rien de commun avec la Chine, sinon l'hérésie majeure. Le parti n'est plus l'expression unique de l'avant-garde. Il peut être contesté et dépassé. Non pas que les partis communistes soient systématiquement opposés à la lutte armée, comme on le dira un peu vite au quartier latin. Mais le problème c'est direction du parti ou direction du maquis. Et la réponse cubaine, celle de Douglas et plus tard du Che, celle de révolution dans la révolution est sans équivoque. Unité de la direction politico-militaire incarnée par le foyer de guérilla. Dans sa variante la plus stricte, on appelle ça le focisme, la théorie du foyer. Mais de toute façon,
la question de la direction unique est au centre du débat. Elle explique un peu ce qui se passera en Bolivie. Et c'est là, au Venezuela, que s'est consommé le schisme du mouvement révolutionnaire latino-américain, au risque de faire de la guérilla un fer de lance sans lance. Y desde luego, el defecto principal de las guerrillas en América Latina ha sido la falta de experiencia. Y esa falta de experiencia se va adquiriendo con el tiempo. Naturalmente que hay algunos latinoamericanos que tienen bastante experiencia sobre eso, como es el caso del comandante Ernesto Guevara. Yo no tengo la menor duda de que en cualquier país, en cualquier frente guerrillero de América Latina, donde puedan contar con la cooperación del comandante Ernesto Guevara, se van a seguir al pie de la letra los principios fundamentales de la lucha guerrillera. Y será un buen ejemplo para demostrar cómo cuando se aplica de manera consecuente la técnica correcta y el arte de la lucha guerrillera, no hay fracaso posible. Realicé una entrevista con Fidel. Mario Monge, secrétaire général du PC bolivien. El Che ya no estaba en Cuba, pero yo me imaginaba en dónde se encontraba, o por lo menos de dónde había salido. Supe en esa oportunidad que él había marchado hacia el Congo cuando hizo su despedida de modo tan espectacular por esa carta pública que lo conoce todo el mundo. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra, y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Che, malgré la part de romantisme révolutionnaire qu'il peut y avoir dans les rapports qu'on peut avoir avec lui, c'est quand même un type qui paye de sa personne ses idées. Et ça, en ce moment, il n'y en a plus tellement. Ce que vous cherchez quoi chez Guevara, c'est quoi? C'est un maître à penser? Non. De maître à penser, je pense qu'au départ, bien qu'on ne le définisse pas, on en a quand même un. Hein. C'est quand même Marx. Et vous trouvez pas que Marx a un peu vieilli, non? Mais enfin, oui, Marx... moi, je trouve pas que Marx ait vieilli, de même que je ne trouve pas que Lénine ait vieilli. Ce qui est important, c'est que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui soient, comme autant de Marx, aussi peu instruits, qui souffrent autant, qui ne mangent pas à leur faim, etc., etc. Ces idées-là ne vieillissent pas, l'exploitation est toujours la même, systématique. Je pense que... non, je pense pas que Marx ait vieilli. Y hay que decir que un factor ha contribuido a esa falta de suficiente instrucción política, y ese factor ha sido más que el uso, el abuso de los manuales de marxismo-leninismo. Hay que decir también que hay mucho de cliché, de frasecitas estereotipadas y un poco más, aunque no es nuestra intención entrar en análisis de manuales, decir que algunas mentiras. Porque muchas veces
Se considera que los revolucionarios son únicamente los que están ubicados en la fila de algún partido o en alguna secta. Y nosotros creemos que hay muchos revolucionarios entre la gente joven, entre incluso mucha gente sin partido. Gente nueva que no está conforme con la forma tibia, débil, pseudo-revolucionaria con que se manifiestan algunos de los que se califican revolucionarios. Porque cuando en una ocasión o en dos ocasiones se mencionaron los famosísimos cohetes intercontinentales, aquí todo el mundo al otro día empezaba a hablar de cohetes intercontinentales y contaba con ellos como si realmente los tuvieran en el bolsillo. A nuestro juicio tendía a crear una cierta mentalidad acomodaticia en la idea de estamos defendidos, vamos a cruzarnos de brazos. Cuando realmente lo único correcto, lo único inteligente, lo único verdaderamente revolucionario era pensar siempre en sí mismo, pensar siempre en las propias fuerzas y no dejar de hacer jamás el máximo esfuerzo por si un día nos viéramos en la necesidad de enfrentar una agresión directa de los enemigos imperialistas, pensar primero en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y estar siempre dispuestos a vender muy cara nuestras vidas sin esperar que venga nadie a defendernos. Il y a une pénible réalité. Le Vietnam, cette nation qui incarne les aspirations, les espérances de victoire de tout un monde oublié, est tragiquement seule. La solidarité du monde progressiste avec le peuple du Vietnam ressemble à l'ironie amère que signifiait l'encouragement de la plèbe pour les gladiateurs du cirque romain. Il ne s'agit pas de souhaiter le succès de la victime de l'agression, mais de partager son sort, de l'accompagner dans la mort ou dans la victoire. Si nous analysons la solitude vietnamienne, nous sommes saisis par l'angoisse de ce moment illogique de l'humanité. L'impérialisme américain est coupable d'agression. Ses crimes sont immenses et s'étendent au monde entier, cela nous le savons, messieurs. Mais ils sont aussi coupables, ceux qui, à l'heure de la décision, ont hésité à faire du Vietnam une partie inviolable du territoire socialiste. Ils auraient effectivement couru les risques d'une guerre à l'échelle mondiale, mais ils auraient obligé les impérialistes américains à se décider. Ils sont coupables, ceux qui poursuivent une guerre d'insultes et de crocs-en-jambes, commencée il y a déjà longtemps par les représentants des deux plus grandes puissances du camp socialiste. Comme ce peuple est grand, comme il est stoïque et courageux. C'était le célèbre texte « Créer 2, 3, plusieurs Vietnam, voilà le mot d'ordre ». Un texte effrayant parce que seule la logique est effrayante, qui ne laissait aucune place à l'esquive ni au compromis, et qui fait comprendre pourquoi, dans les louanges qu'ont suivi la mort du Che, on percevait si clairement la voix du soulagement. Well, I was part of a military training team that was sent to Bolivia in '67 to prepare one Mr. Wallander au Pentagon. Bolivian battalion of Ranger-qualified soldiers to go into the field and fight against the insurgent force led by Che Guevara. Do you think that without this American training, the Bolivian army would have been able by itself to crush the guerrilla or not? Major Shilton. I wouldn't venture an answer to that. I would like to think that what we did contributed a great deal to the success of the mission. And the fact that the troops that we trained are the ones that eventually captured him. So I think it was a valuable contribution in that sense. Oui, là ça s'est passé à peu près comme dans le film de Fleischer. L'embuscade, le Che blessé, transporté à la Higuera dont les habitants devaient recevoir une prime du gouvernement bolivien. La décision de le mettre à mort prise par les généraux, transmise aux commandants locaux,
exécuté par un sous-officier qui vit maintenant sous un faux nom. Et ensuite son corps transporté en hélicoptère et exposé toute une journée dans l'école de Valle Grande. En que aparecían otras fotos. Télévision cubaine, octobre 67. Esta otra. Tal vez no se puedan percibir muy bien por televisión porque ya están tomadas de un periódico. Y ya naturalmente pierden muchos rasgos. Y se hizo una reunión de Estado Mayor para decidir lo que se iba a hacer con el Che. Esa decisión fue tomada en La Paz. Do you know why the Bolivians made that decision? Would have been better to keep Che Guevara alive. Would have been not such myth like it is today. Well, I don't know. Again, I would say this. If the Bolivians had had a prisoner like Guevara in their jails, they would have had a very significant political problem. If you remember what happened with Regis Debray, the international press made fools of the Bolivians. On m'a tout simplement, non, proposé de me remettre en liberté au cas où je signais une rétractation idéologique publique. Because of the romantic nature of Debray, and because of the fact that the Bolivians, I don't think, were really capable of dealing with this in an international context, they looked very foolish, and it caused certain problems in the government. Now, I can only speculate that the Bolivians were not unhappy that Guevara died in the field, because to have him as a political prisoner would have been very significant, would have caused significant difficulties for them. Can you say, in your view, which were the faults of the guerrilla groups in their operations in Bolivia? What were the faults? Yes. What were the errors they committed? Oh, offhand, the most significant, I suppose, was the failure of Che to get the support of the Communist Party in Bolivia, the Bolivian Communist Party. Mario Monge, secrétaire général du Parti communiste bolivien. Con responsabilidad todos los documentos, no han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Y sin embargo el Che aparece en este país. ¿Qué es lo que puede explicar toda esta situación? Habrá que llevar en cuenta lo que ocurrió en el Congo, habrá que llevar en cuenta el tiempo transcurrido desde su desaparición en Cuba, habrá que llevar en cuenta finalmente una situación de explicación ante la propia opinión pública. Él mandó su carta de despedida para el Congo y él no podía pensar, ni ningún revolucionario puede pensar, que va a ir primero al Congo, va a vencer y después va a ir a otro país y también va a vencer. No, se supone que él iba allí y donde probablemente tendría que entregar su vida, pero cosa que no ocurrió por una serie de factores. Y entonces él se ve obligado a tener que salir del África y buscar una salida. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver. Para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial. Entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Entonces, él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria, no te puedo dar la dirección porque tú no crees en la guerrilla. Tú tienes planes diferentes. Tú estás preparando, tú crees en una insurrección, en un levantamiento de carácter nacional, sin fecha, sin tiempo fijo, esperando la agudización o la presentación de algunas contradicciones. Yo le dije, sí, tú me entiendes.
Así yo pienso. Porque no creo que esto pueda llevar a la revolución. O sea, si hoy usted tuviera un encuentro con el Che, hoy aceptaría. Yo pienso que el Che comprendería mejor esta situación. Yo creo que más que yo comprender la táctica del Che, yo creo que él comprendería el criterio que yo le exponía el año 1967. Aún más, yo creo que el Che me daría la razón. Une analyse immédiate peut dire comment un dirigeant d'une telle valeur ait pu finir dans une telle aventure, fusillé dans un ravin. Bon. Certains pourraient dire c'est un échec, enfin cette fin est la marque d'un échec. Pendant que d'autres voudraient y voir, au contraire, une valeur exemplaire de succès. À notre avis, là, l'exemple du Che, c'est d'avoir cristallisé d'une façon exacerbée à la fois les contradictions et une volonté de libération. Et à notre avis, c'est là beaucoup plus que dans telle ou telle péripétie qu'il faut s'expliquer pourquoi de Caracas à Buenos Aires ou à Santiago, l'image du Che domine des manifestations. C'est que, compte tenu de sa personnalité, mais il a concrétisé, il a exalté un profond sentiment qui dépasse sa personnalité, qui dépasse des explications intelligentes, immédiates, et qui représente une de ces manifestations à l'échelle continentale d'une force latente et qui, elle, est décisive. L'année 1967 aura vu apparaître une race d'adolescents assez étrange. Ils se ressemblaient tous, ils se reconnaissaient immédiatement entre eux. Ils semblaient habités d'une connaissance muette mais absolue de certaines questions, de certaines actions, et sur d'autres, ne rien savoir. Leurs mains étaient incroyablement habiles à coller les affiches, à échanger des pavés, à écrire à la bombe des phrases courtes et mystérieuses qui restaient dans les mémoires, tout en cherchant d'autres mains qui transmettent un message qu'ils avaient conscience d'avoir reçu sans le déchiffrer totalement. Ces mains fragiles nous ont laissé le signe de leur fragilité. Elles l'ont même écrit en clair un jour sur une banderole. Les ouvriers prendront des mains fragiles des étudiants le drapeau de la lutte. Et ça, c'était l'année suivante. L'année 1968, je la salue avec satisfaction parce que moi, ça m'est arrivé en mai 68, boulevard Saint-Michel. Ben moi, ça m'est arrivé à Prague, en l'été 68. Quand j'ai vu les rushs, j'ai vu le tremblement. J'avais maîtrisé mes mains, mais la caméra avait tout capté. À Santiago du Chili, la caméra s'était mise toute seule au ralenti. Peut-être simplement l'émotion. Devoir utiliser à contresens ces arroseuses que j'avais vu tant de fois utiliser contre des manifestants de gauche en d'autres occasions à Berlin, à Louvain et aux États-Unis. Avril 1968. 11 avril 1968. Tout à l'heure, en sortant du boulot,
je vais monter la garde, tout bêtement, à côté du cercueil d'un certain Léon Nico, mort à 82 ans. Mort, comme tous les vrais communistes, dans le dénuement le plus total. Sa famille, c'est le parti. Sa vie, ça a été le parti. Il l'a fondé et tenu à bout de bras et à bras-le-corps pendant plus de 20 ans. Il s'est fait matraquer 20 fois par les flics, à cheval ou blindé. Il s'est fait interroger 1000 fois par les flics. Il a passé plusieurs années de sa vie en prison. Je l'ai connu très peu, juste de quoi me rendre compte qu'il était d'une intelligence hors de la moyenne, d'une humilité grande, d'une douceur et d'une patience extrême. À part ça, il avait tout sacrifié au parti, c'est-à-dire à la classe ouvrière, tout, sa famille y compris. Il n'a jamais eu le temps de vivre, de voyager, de goûter à quoi que ce soit de ce pourquoi il se battait. Le 1er mai 68, l'extrême gauche tente de s'intégrer au cortège de gens sérieux. Ça lui réussit pas. Alors comment on peut faire l'anticommunisme? Eh bien l'anticommunisme, il prend une forme de gauche. Ce sont les gauchistes, les aventuristes, les trotskistes, anarchistes et autres qui se chargent dans la classe ouvrière de répandre l'anticommunisme. Et en faisant cela, ils font un jeu de diviseurs et ils rendent un service signalé au pouvoir. Car personne à l'heure actuelle ne pourrait le faire à leur place. Le courage, c'est pas de hurler dans les rues « Ho Chi Minh, oh, oh » ou « Guevara, chi, chi ». Le courage, c'est de consentir, quand on est intelligent, à passer pour un con emmerdeur. Et si j'ai ce faux courage d'aller me faire flinguer demain dans un maquis révolutionnaire, au nom de la révolution, je n'ai jamais eu ce vrai courage quotidien qui consiste à sacrifier complètement sa personnalité et sa personne pour être efficace. Alors voilà, je t'ai écrit. C'est pas vrai d'ailleurs, j'ai écrit autant à moi qu'à toi en ce moment et probablement plus encore à 20 autres. Qu'est-ce qu'il faut te dire de plus? Qu'entre le côté château et le côté jardin, il y a la dictature du prolétariat. La classe ouvrière n'est ni belle, ni bonne, ni romantique. Elle est brutale. La classe ouvrière a raison. Elle n'a pas besoin qu'on l'explique. Et puis il y a aussi le fait que l'homme est un animal bizarre et curieux, extrêmement sensible aux ambiances, parce qu'il est de tous les animaux connus celui qui a une émotivité forte et une affectivité développée. Je crois qu'il y a eu cristallisation d'une émotion qui s'est développée, qui s'est nourrie elle-même autour des mouvements étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout est parti d'une prise de position de solidarité en faveur des étudiants à la suite des incidents provoqués par l'ordre à la police d'aller à la Sorbonne. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Ça n'était pas tellement étonnant. Le cycle action, répression, mobilisation, nouvelle répression, nouvelle mobilisation, et ainsi de suite. On l'avait vu fonctionner toute l'année précédente dans les universités américaines. I want to make one thing clear. Politically, I myself am a conservative. Most of the people on this campus were opposed to the sit-in. Until the cops were brought on the campus, until kids were dragged by the head down the steps of boiling, and now we're behind us. A day and a half ago, this campus was apathetic, like no school in the whole city. Today, it is activist.
the administration has tried to suppress a small group of protesters. Instead, they've created a whole campus of protesters. Il y a une double erreur dans ces situations-là. L'État révèle tout d'un coup sa face répressive, celle qui est plus ou moins diluée dans la vie quotidienne, diluée aussi selon le quartier qu'on habite et le métier qu'on exerce. Mais là, il faut faire peur. On sort sa police, avec des tout nouveaux affûtuos qu'on ne lui connaissait même pas. Parfait. Le manifestant, de son côté, comprend que l'État lui est apparu, comme à Bernadette la Sainte Vierge. C'est aussi pour lui une révélation. Dans certains cas extrêmes, il y a quelqu'un qui a le droit de décider pour lui sur quel trottoir il doit marcher et qui, s'il choisit le mauvais, a le droit de l'en empêcher à coups de latte. Donc, cette chose qui m'empêche de traverser la rue, c'est l'État. Mais alors, si je la traverse, si je fais reculer la chose, c'est l'État qui recule. Que comptez-vous faire? Ce que je compte faire, c'est dire oui au dialogue constructif et non à la violence. Il faut mettre fin à l'escalade de la violence, il faut avant tout dépassionner. Il faut ramener le sang-froid, il faut ramener le calme, il faut permettre à chacun de réfléchir. Aujourd'hui, toute une haine contre une certaine société ressort de la jeunesse qui est dehors dans la rue et qui font des barricades. Occupation du quartier latin sans provocation à la police. Nous n'attaquerons pas la police. Je demande, je vais vous l'expliquer. Et je demande d'abord aux gens qui sont derrière moi à la barricade. Par exemple une barricade rue Drouin qui monte pratiquement à la hauteur du 2e étage et au-dessus de cette barricade flotte, comme au temps de 1848, flotte un drapeau noir, un drapeau rouge. Mais alors dites-moi Jean Pégier, on a l'impression que tout ça se fait dans une atmosphère assez paisible, je dirais même bon enfant. Eh bien écoutez, jusqu'aux dernières minutes, ça se faisait comme vous dites dans un climat encore assez calme, mais nous avons des informations toutes récentes qui laissent entendre que la police va réagir. Alors là, c'est quelqu'un qui est... Je demande aux défenseurs de la barricade de se mettre non sur la barricade, car une barricade c'est fait pour se protéger, mais derrière la barricade. Donc pas sur les voitures, mais derrière les voitures. Écoutez, c'est plus souple, ça fait 1 heure que je parle. Allô, j'appelle tout de suite. De maison en maison, comme vraiment dans un combat de rue, comme ça se fait dans une véritable guerre. Ils vont de maison en maison pour déloger les manifestants qui se sont cachés dans les cours intérieures. Et tout d'un coup, dans cette belle nuit de printemps, dans cette ville qui se croyait la veille encore calme et prospère, on vit des barricades, on vit des voitures flambées, on vit des bourgeois à leurs fenêtres qui applaudissaient les étudiants et insultaient les policiers. On vit apparaître sur les murs des inscriptions qui allaient devenir légendaires. Sous les pavés, la plage, où il est interdit d'interdire.
On vit les flics poursuivre des manifestants cernés jusqu'à l'intérieur des maisons. Un prix Nobel accusait à la radio le ministre de l'Éducation. Et par la radio, justement, toute la ville et toute la France crurent que leur histoire était en train de se faire ou de se défaire au gré des chocs et des embrasements d'une seule petite rue du quartier latin. D'autre part, je voulais vous dire que... Le lendemain, la France des automobilistes découvrit le visage de la rue Gay-Lussac avec épouvante. Et un chroniqueur de la radio s'écria « On a l'impression qu'une révolution est passée par là. » La femme s'est mise à pleurer. Je comprends cette femme car vraiment il ne reste rien. On a l'impression qu'une bourrasque, qu'une révolution est passée par là. À l'échelle de n'importe quelle nuit d'Irlande, de n'importe quel affrontement sud-américain, la nuit des barricades était dérisoire. Mais la France gaullienne avait fini par se laisser persuader qu'elle n'éprouvait rien de ce qui agitait le reste du monde. C'était une bien portante imaginaire. Et quand les rues de Paris se sont mises à ressembler à celles de toutes les grandes villes d'Europe et d'Amérique en l'an 68, il a commencé de penser qu'on lui avait caché quelque chose. C'est d'ailleurs un enseignement de cette époque que la violence des affrontements n'a aucun rapport avec leur suite politique. Les bagarres les plus spectaculaires, toutes catégories, étaient celles du Japon, où le pouvoir n'a même pas vacillé. À côté de ça, les mini-barricades de Santiago du Chili n'évoquaient pas grand-chose. Une fiche dans une cinémathèque. Mars 68. Marche contre l'inflation, conduite par la sœur du candidat socialiste à la présidence de la République, Laura Allende. Une autre fiche de mars 68. Au Brésil, enterrement de l'étudiant Louis Edson, abattu par la police au cours d'une manifestation. En Amérique latine, c'était l'éveil d'une génération de combattants qui finiraient presque tous sous des régimes fascistes. La France, elle, bien décidée à rattraper son retard, en était déjà aux anciens combattants. Moi j'étais sur les barricades. Moi quand je me suis foutu sur le coup, moi je n'ai jamais parlé de réformisme. Moi je n'ai qu'une seule chose. C'est comment pourrais-je rapidement foutre en l'air De Gaulle et la bourgeoisie. Les parlementaires ont parlementé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils ne sont pas arrivés à faire quoi que ce soit. Nous, sur les barricades, nous sommes arrivés à faire fléchir le pouvoir. Donc, nous sommes en position de force. Je ne pense pas, à l'heure qu'il est, et très précisément à l'heure qu'il est, que l'on puisse dire si oui ou non le processus qui est engagé va renverser ce régime. Si vous me demandiez ce que j'en pense précisément, je dirais que je ne le pense pas à l'heure qu'il est. Ceci étant, je pense qu'il faut laisser se développer ce processus, voir jusqu'où il peut aller et en prendre les limites éventuellement. Nous avons toujours, au cours des jours qui sont venus, pris nos responsabilités jour par jour et heure par heure. Si vous m'aviez demandé il y a 6 jours ce que je ferais le lendemain, ce que nous ferions le lendemain, aucun d'entre nous ne le savait. Nous avons, en fonction des circonstances, décidé de le faire, et je crois que nous avons eu parfaitement raison, et en tout cas que l'opinion publique, M. Fanton, nous a donné raison. Nous allons continuer sur ce plan. Et vous pensez que les manifestations sociales actuelles auxquelles nous assistons sont des manifestations inspirées de l'extérieur? Ah oui. Moi, je le pense. Oui. Qu'est-ce qui vous le fait penser? Les événements. Mais pourquoi? Expliquez-moi un petit peu. Ben, l'anarchie. Les anarchistes, les gars qui viennent de l'extérieur, français ou pas français, qui se moquent de tout, qui sacrilègent, qui tout. Vous pensez de quoi de Benedict? Je l'ai en horreur. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il n'a pas à venir faire de la politique en France, il n'a qu'à rester en Allemagne. Qu'est-ce qu'il paye à Cohn-Bendit? Dites-le moi qu'il paye. Je ne sais pas. Ah bon, moi non plus. C'est certainement pas le gouvernement français. Hein.
C'est certainement pas le gouvernement français. Hein. Qui pensez-vous, madame? Il a passé la frontière dans la voiture de l'ambassade voilà, de Chine. Voilà, je voulais le dire. Qu'est-ce qu'il paye? On dit beaucoup de choses. On dit que c'est Perfit qui le loge. On ne pousse pas les mecs ont le droit de réfléchir où ils vont, on les pousse pas comme ça, c'est pas notre style de manif. Le style de manif, c'est que les gens aient les possibilités de réfléchir où ils vont quand ils arrivent quelque part. Pas tout de suite pousser comme ça. Dans le 15 mai, les travailleurs de Cléon se mettaient en grève, entraînant dans leur mouvement l'ensemble des entreprises de la régie Renault et de proche en proche, l'ensemble des travailleurs du pays. Les objectifs qu'ils s'assignaient. D'ailleurs, maintenant, une chose qui est logique, c'est à nous l'usine, et nous sommes là. Et on en a payé un bout, hein. C'est nous les patrons. C'est nous les patrons. Les revendications qu'ils déposent sans succès depuis des années. Ça tient partout. Je suis allé moi-même rencontrer un certain nombre de syndicats, je suis allé voir des comités de grève, et j'ai vu de quelle façon leurs patrons discutaient à l'heure actuelle avec les grévistes. Ils ont une hantise, ils ont la frousse. Et quand une personne a la frousse, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco. Parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution? Si oui, comment la faire? Avec qui la faire? Quel est l'ennemi de classe? Dans quelle classe vous vous trouvez? Très bien. Si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi? J'estime que le mouvement étudiant, les réformes qu'il demandait, sont tout ce qu'il y a de plus valable, mais ça ne coïncide pas au point de vue revendication usine. Nous traversons une situation complexe dans laquelle il nous est apparu que nous devions tenir compte de deux choses essentielles. Premièrement, la sous-estimation de la profondeur du mouvement déclenché à la faveur de celui des étudiants. Deuxièmement, la tentative gauchiste de le dévoyer et les entreprises de certains éléments tendant à se substituer aux organisations ouvrières et à la CGT en particulier, dans l'intention de confisquer à leur profit la direction de ce mouvement. Ils ont déclenché le mouvement, nous pourrons dire qu'ils nous ont un peu entraînés dans la lutte, non pas par force, mais enfin, en étant sincères, ils nous ont réveillés. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'au moment des grèves, les syndicats, quels qu'ils soient, ils ont demandé la grève. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est faux. Et ils l'ont bien arrêté. Ils ont été contre la grève. Il n'y a pas un syndicat qui a donné l'ordre de grève. Pas un seul. On s'est donc réunis entre représentants syndicaux et on a dit il n'y a plus de problème, il faut absolument prendre une décision aujourd'hui et la proposer immédiatement aux gars. Et c'est là que nous avons dit, d'un commun accord, des trois organisations syndicales, on va réunir les gars dans la cour devant les bureaux, on va leur demander s'ils sont d'accord pour occuper l'usine. Oui, ils ont approuvé. Ils ont laissé pas si ça veut dire ça partirait tout seul. C'est parti tout seul, mais ils n'ont pas appuyé pour faire les grèves. Et après, ils ont été obligés de modérer parce que ça allait trop loin. Par contre, le gouvernement a fomenté la grève. Parce qu'ils avaient peur justement, c'est que si la motion de censure passe, que ça leur tombe sur le dos, et c'était pas le tout. C'était de reprendre le gouvernement. Il fallait pouvoir gouverner. Et là, c'était très difficile. Eh bien, il faut bien voir que l'ampleur du mouvement et son étendue, la force qu'il représente, met évidemment le gouvernement dans un certain désarroi. Cette situation n'est pas sans lui poser des problèmes. Or, actuellement, il faut bien dire qu'il n'y a pas de réaction de sa part. Et je pense que c'est sur cette base que nos amis de la FGDS pensent qu'il y a vacance du pouvoir. Or, c'est pas aussi simple. Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Pourquoi c'est pas aussi simple? C'est pas aussi simple parce que il faut une alternative. Le mouvement actuellement se prononce pour des changements économiques et sociaux. Il faut donc que nous proposions à la classe ouvrière une solution. Cette solution, eh bien, c'est l'union des forces de gauche, un programme commun de toutes les forces de gauche. Et il n'existe pas. Et il faut par conséquent de toute urgence que les forces de gauche
prennent leurs responsabilités et réalisent un accord sur un programme minimum commun de gouvernement qui ouvrirait alors clairement la perspective de l'alternative démocratique avec un gouvernement populaire. Aujourd'hui, par exemple, les travailleurs discutent notamment sur le fait de changement de pouvoir par un pouvoir de gauche, quoi. C'est ce qu'on ressent dans les discussions, dans les comités de grève de l'usine. Ils veulent aller plus loin maintenant. C'est pour ça que beaucoup de travailleurs voyaient beaucoup plus loin. Oui. Beaucoup plus loin, tu veux dire où? Faire la révolution? Non, il n'y a pas une question de transformation de régime chez nous. On voyait simplement une transformation de politique sociale, c'est tout. Je crois seulement qu'ils veulent non seulement un changement économique, mais un changement politique. Ils veulent les deux choses à la fois. Et c'est compréhensif, ils en ont assez. Bien sûr, il y a autre chose. Maintenant, on sent nettement d'ailleurs, plus ça va, plus il y a cette volonté de lutte pour un changement de politique. Hein, peut-être que les travailleurs, si on les consulterait, diraient non, on veut en finir avec ce pouvoir. On peut pas justement, on peut pas savoir. Bien sûr, parce qu'on parle à beaucoup de travailleurs, eh bien, c'est leur avis. Pour avoir des revendications, puis d'ici quelques temps, qu'on nous les reprenne avec le même régime, c'est pas la peine. Ils veulent un régime qui change politiquement et économiquement. Je crois que... Ça, moi, c'est ce que je ressens quand je discute avec les travailleurs. Et je pense qu'il faut se politiser à outrance, autant parmi nous que chez les ouvriers. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon. Comment on va le virer? C'est le mot de la fin? C'est le mot du début, c'est parce que c'est à partir de là que tout commence, tu comprends? C'est à partir de là que la vie, elle devient bien. Quand il n'y a plus de patron pour vous emmerder, et pour nous emmerder, alors c'est là l'exigence. Le patron n'en rien à foutre aussi. Je te permets, il faut commencer par là. Comment on va le virer? Comment on va le virer? Et ben là, il a été chanceux, mon vieux. Pas avec un bulletin de vote, déjà qu'il y en ait un qui... C'est pas avec le vote. Il est capable de diriger après lui. Oui, il y en a des... Il y a c'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. C'est pas les patrons, c'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. Évidemment, vous pouvez. C'est les soviets. On pensera même plus au patron, ça n'existera même pas dans l'esprit. Patron, on ne connaît pas. La direction d'une entreprise, la direction d'une usine est devenue dans le monde moderne une affaire de spécialistes. On parle des sociétés de managers et effectivement, le responsable, le directeur d'une usine actuellement, c'est un technicien de la direction. De même qu'il y a des directeurs commerciaux, des directeurs techniques, etc. Je ne pense pas qu'un représentant syndical, quel que soit son génie, puisse d'emblée se trouver qualifié pour donner même son avis, enfin les avis sont toujours les bienvenus, mais pour peser dans une décision qui doit être prise par des spécialistes. Donc le patron, ce sera un conseiller, il faut qu'il devienne un conseiller, et non pas un patron qui se met dans sa poche ou que nous allons gagner. Que pensez-vous de la cogestion? La cogestion, vous savez, je crois que c'est ou bien un leurre, ou bien alors il faut aller beaucoup plus loin dans le sens d'une révolution véritable, et il faut aller jusqu'où est allé en Russie le parti communiste après la Révolution, et mettre en place des structures révolutionnaires, c'est-à-dire la mise en place, soit par la Révolution, soit par le réformisme, mais la Révolution est tout de même au bout de l'évolution, des sections syndicales d'entreprise qui sont comparables à ce qu'ont été, à ce que sont en URSS les soviets d'entreprise. Et la section syndicale aboutit à ce que la direction effective des affaires et les grandes options qui sont à prendre par une entreprise soient décidées, soient au moins contrôlées par les ouvriers. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne pense pas que le patronat ou qu'un patron accepte d'aller jusque-là consciemment, parce que c'est signer sa propre démission et c'est dire « je ne sers plus à rien qu'à assurer une direction technique et à disparaître ». Il y a cohabitation impossible de deux mondes différents. C'est que la CGT n'a pas su, ou vraisemblablement n'a pas voulu, voir le caractère réel du mouvement en cours. Or, de toute évidence, ou alors les mots n'ont plus aucun sens, nous sommes en présence d'un mouvement
révolutionnaire. Voyons, malgré l'interdiction du Parti communiste et de la CGT, ce qui se passe, nous pouvons vraiment dire tout est possible. Le processus est enclenché et ce combat nous le mènerons jusqu'au bout, c'est-à-dire la seule solution possible, la révolution socialiste. La bourgeoisie française a confiance dans le Parti communiste parce qu'il est incapable de gérer la situation et ne peut pas aller plus loin. Pourquoi ne peut-il pas? Pourquoi, pardon? Pourquoi ne peut-il pas aller plus loin, à ton avis? Parce que ces militants ont été, depuis qu'il existe, enfin depuis la guerre, même avant, ces militants ont été habitués à réfléchir suivant ce que les directions décidaient. Finalement, c'est Staline qui a tout détruit. Trotsky, il avait raison quand il disait on ne pouvait pas faire le socialisme dans un seul pays. Et Staline disait on peut le faire. Il semble que l'expérience ait prouvé qu'on ait pu le faire. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en URSS, c'est pas le socialisme, mais loin de là. Je crois que le système capitaliste, au sens traditionnel du mot, et que le système communiste, ou disons socialiste, puisque les communistes eux-mêmes disent qu'ils sont en économie pour l'instant socialiste, que le communisme viendra après, quand tous les problèmes seront résolus. Je crois que ces deux formes de société sont, à l'heure actuelle, périmées, et qu'on assiste et on assistera à la mise en place progressive de structures nouvelles, soit dans une économie socialiste, soit dans une économie, ne disons pas capitaliste, mais libérale, qui pourront apporter peut-être des solutions et peut-être même, pourquoi pas, un rapprochement de ces deux tendances, puisque vous savez qu'en Russie, par exemple, on assiste actuellement à un revirement complet dans le maniement de l'économie, la réintroduction du profit, de la concurrence, etc. Donc ça n'est pas contradictoire. Mais c'est en second lieu, n'est-ce pas? C'est une phase seconde de l'évolution de l'économie soviétique, et qui est d'ailleurs pleine d'enseignements, parce qu'on y voit effectivement que le profit a été réintroduit dans la doctrine et dans le circuit économique, et que la concurrence a été également réintroduite, et il est établi que cette concurrence est devenue un moteur nécessaire pour l'ensemble de l'économie. Cela d'ailleurs a été facilité, je crois, par le fait que l'économie soviétique en est au stade des biens de consommation généralisés, après avoir, avec les premiers plans quinquennaux, résolu ou tenté de résoudre ces problèmes visant à l'industrie lourde et aux biens d'équipement. Je crois qu'au stade du bien de consommation, on est obligé d'en revenir à l'économie de marché, à la sanction de la concurrence et à la réinjection dans le circuit de la notion de profit. La grève poursuivie à l'unanimité. Bien sûr. Jean-Pierre Berthet, vous étiez à un autre meeting qui s'est tenu le second de la matinée chez Citroën, place Ballard à Paris. Oui, chez Citroën aussi, la grève continue. Il y a eu ce matin un vote à main levée et à l'unanimité moins une voix, les ouvriers ont décidé de ne pas reprendre le travail dans l'immédiat. Les objectifs de la grève, ils n'étaient pas un peu oubliés dans toute cette grande kermesse? Non, les objectifs n'étaient pas oubliés, mais enfin, c'était à un autre niveau que nous, quoi. À un autre niveau que les travailleurs, c'était, si on veut. Ils savaient qu'il y avait des copains qui étaient responsables, qui discutaient avec les directions. Est-ce que les revendications précises ont été posées à la direction par le comité central de grève? Et lesquelles? Il y a là, comme ça, quelques petits problèmes. Ça nous informe, nous aussi. S'il y a des discussions qui sont prises par les syndicats, on voudrait le savoir. Et c'est pour ça que les gars râlent énormément à cause de ça. Mais il y avait quand même un élan révolutionnaire. Hein? Il y avait quand même autre chose. Moi, je ne peux pas affirmer que les gens sont partis de l'usine où je travaille sans même savoir ce qu'on en allait revendiquer au niveau du salaire. Hein? Ils sont tous partis et la grève s'est faite dans la légalité syndicale, c'est-à-dire avec élection, enfin avant, là, il y avait la majorité pour sortir, pour la grève, ça s'est très bien passé. Et dans le fond, ils partaient parce que c'était un grand mouvement qui allait renvoyer De Gaulle, qui allait changer ça. Après, on a parlé de cahiers de revendication. Mais
ou pour les gens, justement, et là, qui comprennent très simplement, c'est que, en fait, le constat de Grenelle, je dis bien constat, parce que je me fais reprendre à longueur de discussion autour de ça, quand je dis contrat ou accord, on me dit c'est constat. Moi, je veux bien. Ce constat de Grenelle a désamorcé le mouvement. Et là, je crois que la bourgeoisie a très bien joué. Se sentant prise, elle a fait une concession. La concession consistait à augmenter le SMIC. Et cette masse de gens qui n'étaient pas préparés vraiment à une grande lutte politique, parce que ça, on y en avait très peu parlé depuis des années, on n'y en avait jamais parlé, s'est trouvé d'un seul coup augmenté, enfin quand même assez largement. Hein. Cette partie de gens intéressés, c'est-à-dire sur 9 millions de grévistes, il y avait 2 à 3 millions de personnes, ne comprenaient pas pourquoi on était plus loin. Et ces gens-là, eh bien, c'était difficile de comprendre pourquoi on continuait. Il fallait convaincre de continuer pour autre chose. Surtout qu'ils sentaient bien que l'autre chose ne viendrait pas, étant donné que personne ne voulait qu'il vienne autre chose. Il y a eu les élections sitôt après le mouvement. Ce fut un échec pour nous. Mais pourquoi que ce fut un échec aussi? Il y a eu la crainte, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est vrai, quoi. Il y a eu la crainte chez des gens. Qu'est-ce qu'on leur montrait à ce moment-là, tu sais, 4-5 bagnoles calcinées, des machins. Je sais qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais 4-5 un soir, même si le lendemain c'était les 4 mai ou je sais pas quoi, il y a eu vraiment beaucoup de choses de montrer à la télévision. Et si tu veux, c'est des gars calmes, enfin je sais pas, qui réfléchissent peut-être pas vite, mais pour un rien quand même, c'est farouche. C'est comme un escargot, enfin ils reviennent vite de leur coquille. Et ça, si tu veux, ça leur a foutu la trouille. Et sur quelle place ça a foutu la trouille? Parce que finalement, ce qui était menacé, là, si quelque chose était menacé violemment, mais c'était pas eux, c'était plutôt la bourgeoisie. C'était les possédants, hein. Oui. C'est vrai, c'est clair, mais là, ils croyaient que, enfin, l'anarchie, tu vois, que la bouffe, est-ce que dans les magasins, il y allait encore avoir longtemps pour pouvoir acheter? Tu vois, c'est pas grand-chose, si tu veux, mais je crois que c'est important. En définitive, quelle était la vision que la France entière avait chaque fois que la télévision pouvait projeter des voitures brûlées, pouvait projeter des paris en feu? Enfin, brûler des voitures, saccager un pays, que même les Allemands nous ont... Moi, je ne sais pas pour les Allemands, mais les Allemands nous ont évité de détruire Paris. Et sont sales. L'individu vient et nous détruit un pays, la Sorbonne, mettre le feu. Enfin, c'est abominable. Ils veulent mettre le feu à la Sorbonne, ils mettent le feu partout. C'est abominable de faire des choses pareilles. Lui aussi, là. Avignon, juillet. Le mouvement a enfin trouvé son ennemi principal, Jean Villard. Et par la même occasion, le slogan le plus stupide d'une époque pourtant compétitive, Béjart, Villard, Salazar. Ta gueule! Il veut parler! Je n'ai qu'une chose à dire, on n'a jamais interdit le spectacle du living. Du living a été joué 3 soirs de suite en son entier. Et jamais on n'a demandé l'interdiction de la pièce du living à l'intérieur du cloître des Carmes. On a confié et on a dit, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, évidemment. Dehors, Villard! Je me souviens de la solitude de Villard. Je me suis demandé où étaient à ce moment-là tous ceux qui l'avaient aidé, dont il avait monté les pièces, pour qui il s'était battu. Bien sûr, c'était le reflux, le moment des amertumes et des folies, dont certains ne sortiraient jamais. C'était quand même une curieuse fidélité à l'esprit de mai que d'en désespérer si vite et de se venger à l'aveuglette des ruettes de l'histoire. Mais de toute façon, l'histoire ne s'écrivait pas en Avignon, l'été 68. Elle s'écrivait à Prague.